Eh bien, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment enseigner avec la bande dessinée? Donc là, on n'est pas dans la création de bande dessinée. Et là, moi, ce qui m'intéressait un peu, comme l'a expliqué Philippe, c'est la façon dont on peut utiliser la bande dessinée pour enseigner les sciences. Et j'ai commencé par Gottlieb parce que, bon, à tout seigneur, tout honneur. Et donc, l'enseignement par les grands moyens d'information, depuis longtemps, on parle de réformer l'enseignement, n'est-ce pas? Et chacun donne son avis, plus ou moins valable, sur cette grave question. Pilote Matin n'a pas voulu être en reste, il offre au monde généreusement la solution avec un grand S. Nous avons nommé l'enseignement par les grands moyens d'information. Ces moyens sont le cinéma, la radio, la télévision, la presse, le disque, la publicité et la bande dessinée. L'idée est révolutionnaire, d'où ce colloque aujourd'hui, et ne manquera pas de faire du bruit, y compris celui des portes qui nous claqueront au nez, qu'on nous claquera au nez. J'espère pas trop. Vous trouverez dans les pages qui suivent des exemples montrant comment devra se pratiquer la bande dessinée. Alors bien entendu, Gottlieb a gardé la bande dessinée pour la fin, moyen d'information qui se prête par excellence à notre vaste mouvement d'enseignement New Look, compte tenu du grand public de jeunes qu'elle touche. Et Pilote Matin, champion des bandes dessinées, sera le premier à accomplir cette révolution. On va y aller, et là, on va rigoler un peu. Donc, le magazine enseignant des jeunes de l'an 2000. Voici d'abord un petit cours de géographie. Aujourd'hui, les Antilles. Je vous laisse le lire, parce que... Alors, histoire de bien marquer la chose, après un exemple de géographie, nous avons un exemple en chimie. Ah, d'accord. Donc essentiellement, Panoramix, le druide, est en train de faire une potion, mais Astérix débarque, mais c'est notre potion Magix. Mais non, pas du tout, c'est pas de la potion Magix, par Dix. Mais alors, par tout à Tix, qu'est-ce donc? C'est X. Tiens, de la potion Magix, se dit Obélix en arrivant de son pas bon air. Ça sent bon, moi j'ai jamais le droit d'en manger de la potion Magix, c'est pas juste. Et là, on a Panoramix qui explique « C'est un nouveau produit que j'ai obtenu en versant graduellement de la glycérine dans un mélange d'acide nitrix, NO3H, et d'acide sulfurique, SO4H2AX. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne un éther nitrix de la glycérine de formule C3H5NO3 5 fois qu'on appelle la nitroglycérine. » Donc voilà la bande dessinée d'enseignement ultime. Et évidemment, Obélix boit la potion, et un seul verre de ce qu'il y a dans cette marmite suffirait pour faire sauter notre village. Et là, on a un putsch. Et en plus, ça donne des gaz. Donc voilà la version bande dessinée d'enseignement imaginée par Gottlieb, qui est souvent bien proche de ce qu'on trouve dans les bandes dessinées entre guillemets didactiques. Mais bon, je n'irai pas plus loin, vous avez tous des images en tête, tout comme moi. Alors, on peut au contraire aller sur le docteur Burp, la girafe, la fameuse girafe qui a fait couler beaucoup d'encre, plus que Gottlieb n'en a utilisé d'ailleurs pour cette bande dessinée, pour ces 2 pages. Là, on a quelque chose d'extrêmement drôle, d'extrêmement sophistiqué, mais si soulignez bien 2 fois que les pattes en question de la girafe sont grêles, on en conviendra ensemble quand, d'un point de vue pédagogique, on ne va pas apprendre grand-chose de cette façon. Alors, comment faire dans ces conditions pour utiliser la bande dessinée pour enseigner une discipline de façon qui donne du plaisir? Parce qu'on parlait de plaisir tout à l'heure, et je pense que c'est un élément essentiel quand on veut faire passer des connaissances, et autant que possible en tout cas.
moi, en ce qui me concerne, c'est les sciences qui m'intéressent. On a des objectifs très précis. Et les objectifs ne sont pas que des objectifs de maîtrise des connaissances. Il faut aussi être capable de mobiliser ces connaissances dans des contextes différents et également comprendre la façon dont les connaissances se construisent. C'est-à-dire, c'est quoi faire des sciences? Et donc là, on parle de pratiquer une démarche pour se forger une première représentation, une première idée de la façon dont les sciences fonctionnent. Et la BD dans tout ça, alors comment peut-elle nous y aider? Alors déjà, comment on fait pour faire ça avec les élèves? Alors à l'école, essentiellement à l'école primaire, mais maintenant au collège et même au lycée, l'un des outils et l'une des recommandations des programmes, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la démarche d'investigation. La démarche d'investigation commence par une situation, souvent qui va susciter des questionnements, des interrogations, et à partir de ces questions, eh bien, on va essayer d'y répondre, et pour y répondre, eh bien, on va utiliser des tas de stratégies, mais ces stratégies sont basées essentiellement sur l'expérimentation et la modélisation. Et on va aboutir à une réponse, ou pas d'ailleurs, et on va se remettre à l'ouvrage, si pas. Donc vous voyez, c'est une approche active, en interaction. Et là où moi, la BD m'intéresse, c'est proposer une situation qui suscite des interrogations. Alors, on en trouve, on en trouve dans la bande dessinée. On est à Bordeaux, donc forcément, on va commencer par Gaston. Voilà une investigation possible. Donc, on a son personnage, j'ai oublié son nom, qui se retrouve le doigt pris dans le goulot d'une bouteille. En douille, comment on lève ça? Facile à dire. T'as de grosses articulations. Et cesse de secouer ce vin. Bon, problème, si on casse, on perd le vin. Il y a bien un système de contraction-dilatation, le bras dans la glace pendant 1 heure, puis on fait chauffer la bouteille à blanc. Mais non, ça, ce sera mauvais pour le vin. Bon, une fois qu'on a... Là, on a une vraie situation problème. Mais vous en conviendrez comme moi qu'on ne va pas pouvoir en faire grand-chose en classe. Mais on est dans une situation problème qui peut amener à une investigation sans aucune difficulté. On en trouve d'autres. Donc là, c'est Jack Pickwick. Voyons, si on combine les différentes couleurs de la lumière, ça devient blanc. Vous avez tous vu ça. Alors qu'avec de la pâte à modeler, ça devient marron. Pourquoi donc? Eh bien là, allez-y. Vous avez 5 minutes. Donc on a des investigations possibles, mais qui demandent de la part de l'enseignant un certain nombre de connaissances. Et puis, en termes de travail avec les élèves, là, il se passe des choses un peu sophistiquées. Une autre, parce que Calvin et Hobbes quand même, quoi. C'est une mine. Et papa, de quoi les nuages sont-ils faits? Et je connaissais ça, attends. Je pense qu'ils sont faits globalement d'eau. Mais pourquoi ils flottent alors? Oui, mais c'est de l'eau, c'est une sorte d'eau sous forme de vapeur. Peut-être qu'il y a d'autres gaz d'ailleurs, mais je ne suis pas sûre. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils sont blancs alors que le reste du ciel est bleu? C'est vrai ça? Ça me dépasse ça. Je pense qu'on devrait aller regarder de plus près les choses. Bon, je considère comme acquis qu'il n'y a pas de certificat pour devenir papa. Là, on a dans cette bande un nombre d'investigations possibles impressionnant, dont un certain nombre qui relèvent de la classe préparatoire aux grandes écoles. Donc on a des situations problèmes dans les bandes dessinées qu'on peut exploiter directement, mais il faut bien doser en termes de niveau. Et je termine par une dernière. Celle-là, j'aime beaucoup la dernière image. T'écoutes un disque? Je vais te montrer un truc intéressant. Compare un point situé sur l'étiquette et un point situé au bord du disque. Ils font tous un tour complet dans la même durée. T'es d'accord? Ouais. Mais le point qui est sur l'extérieur du disque, il doit faire un cercle beaucoup plus grand dans le même temps que celui qui est sur l'étiquette. Donc il va plus vite. Donc tu vois, il y a 2 points sur le disque qui vont à la même vitesse, même si les deux, qui ne vont pas à la même vitesse, même si les deux font le même nombre de tours par minute. Voilà le genre de choses terribles qui empêchent les gamins de dormir.
on peut empêcher les gamins de dormir autrement qu'en leur faisant peur. Hein. Donc là, on voit bien qu'on peut lancer des situations problèmes, des investigations à partir d'extraits de bande dessinée. Alors c'est une possibilité. Moi, je vous en proposais une autre, qui est de partir de ce qui se passe dans la bande dessinée pour interroger la plausibilité de ce que l'on voit, et à partir de là, d'acquérir des connaissances. Là, vous avez tous reconnu le fameux marsupilami. On le voit planter un bâton sur le sol. C'est la nuit, hein, on voit la pleine lune. Et puis, poup, il pose des pierres, l'air très sûr de lui. Mais si nous avons bien suivi la démonstration de l'étonnant animal, il connaît le principe du cadran solaire, enfin lunaire. Bref, ce truc auquel nous, on n'a jamais rien compris et qui nous indique combien de temps il faut attendre. Là, on peut se poser des tas de questions. Un cadran lunaire, est-ce que ça peut marcher, un cadran lunaire? Comment est-ce que ça pourrait marcher? D'ailleurs, comment ça marche, un cadran solaire? Et puis, si on regarde les images suivantes que nous propose Franquin, on a un déplacement de l'ombre sur les cailloux, et puis, ouba, ça y est, il est temps d'aller réveiller tout le monde. Est-ce que les ombres se déplacent réellement de cette façon-là? Et quel est le temps écoulé entre deux cailloux? Et là, en faisant ça, on est en train de traiter des points du programme. Mais on les traite par la bande, vous voyez? Parce que là, on va travailler sur le déplacement de la Lune dans le ciel. D'ailleurs, on a une pleine Lune, est-ce que ça marcherait aussi avec un croissant de Lune? Est-ce qu'on a des ombres avec la Lune? Etc., etc., etc. Donc voilà une façon de lancer une investigation, je dirais, contrôlée par l'enseignant qui identifie les questionnements et les étapes qu'il va franchir avec ses élèves au fur et à mesure. Alors évidemment, on peut jouer avec d'autres bandes dessinées, et ce cadran lunaire, eh bien, on le retrouve dans Astérix Obélix, Astérix chez les Helvètes, où on se retrouve avec Astérix Obélix, ils doivent absolument se cacher très vite. Évidemment, le coffre d'une banque, c'est l'endroit idéal pour ça. On réveille Zurix, t'as vu l'heure qu'il est? Et là, admirer ce joli cadran. Et là, chercher l'erreur. Donc pareil, on est en situation de pleine lune. Donc là, on peut faire de l'analyse d'image un peu fine. On a un 3, un 6, un 9, un 12, un 15, un 18, un 21, un 24. Un cadran à 24 graduations? Vraiment, sérieusement? Est-ce que ça pourrait marcher? Comment est-ce que ça pourrait marcher? Et puis alors, qu'est-ce qu'il cache de sa main? Si vous comptez, ce qu'il cache de sa main, c'est le 0. Et le 0, est-ce qu'il existait au temps des Romains? Donc vous voyez, il y a un jeu référentiel, enfin, c'est d'une richesse immense, et en fonction de l'âge des élèves, en fonction de ce qu'on veut faire avec eux, eh bien, cette investigation peut avoir on peut faire des détours en histoire, etc. Je continue dans la même lignée de mes cadrans, et on passe à Lucky Luke. Allons-y maintenant. Donc là, Lucky Luke, c'est la conquête de l'Ouest. Je me souviens plus de l'histoire exactement, mais essentiellement 2 camps, on va tous se précipiter en même temps, et on va décider du moment où on va donner le coup de canon. Et Lucky Luke propose, quand il n'y aura plus de d'ombre, il sera l'heure précise, il sera midi précise, l'heure du signal. Regardez, les ombres du bâton, possible ou pas possible? Et puis, est-ce que c'est possible de n'avoir pas d'ombre sur le bâton quand on est aux États-Unis? Donc vous voyez, à partir de ces images, eh bien, on peut, de la même façon, lancer une investigation en astronomie, en géographie, enfin, vous voyez un peu ce dont je parle là. Donc voilà, on peut faire un travail comme ça et l'adapter au niveau des élèves. Alors si je reviens sur Astérix chez les Helvètes, vous vous souvenez peut-être de ce sablier très exact, fabrication helvétique, qu'il faut retourner régulièrement à chaque fois que l'aubergiste criera « coucou ». Vous imaginez les nuits que vous passez chez cet aubergiste. Et donc, au moment où on va se réfugier à la banque, stop!
regardez notre aubergiste qui sort son petit sablier. Excusez-moi, je reviens dans un instant. Coucou! Et là, tout le monde retourne le sablier. Alors vous allez me dire, mais que peut-on faire avec ça? Eh bien, au niveau du cycle 2, donc les enfants de CP, CE1, CE2, on a tout un travail, et même en grande section de maternelle, on a un travail sur la mesure du temps à faire. Et évidemment, dans les instruments pour mesurer le temps, le sablier fait bonne figure. Et là, vous avez un tout petit sablier. Et ce tout petit sablier sert de référence pour un grand sablier. Ça veut donc dire que dans un tout petit sablier et dans un grand sablier, eh bien, le réservoir se vide avec une durée identique. Possible, pas possible? Comment faire? Donc vous voyez, on va essayer et on va identifier les paramètres qui nous permettent de maîtriser le temps d'écoulement d'un sablier. Est-ce que c'est le volume qui compte? Est-ce que c'est la quantité qui compte? Est-ce que c'est la taille des grains qui compte? Est-ce que c'est la taille du trou qui compte? Etc., etc., etc. Et ça, pour l'avoir fait avec pas mal d'élèves, je vous garantis que ça marche bien, et ça marche bien avec les parents aussi. Parce que je l'ai fait assez régulièrement dans des manifestations scientifiques où essentiellement on a les parents et les enfants en même temps. Vous amenez vos bouteilles, les parents, les enfants, et ça y est, tout le monde se met à patouiller gaiement, et ce n'est pas les parents qui sont les derniers. D'ailleurs, parfois, il faut leur expliquer que non, ce n'est pas à eux de faire, c'est laisser vos enfants essayer. Donc voilà, la bande dessinée permet de susciter ce genre de situation de façon beaucoup plus motivante, je dirais, que juste, allez hop, on va regarder un sablier, on va regarder les paramètres. Et par ailleurs, là, on travaille sur la construction de l'identification des paramètres. Ce qui est tout à fait différent, vous voyez, en termes de démarche. Philippe vous a parlé un peu de ce qu'on faisait sur le Schtroumpf, sur les Schtroumpfs, et il y a quelques images en bas, sur le Schtroumpf volant. Essentiellement, le Schtroumpf essaye énormément de techniques pour voler, et à chaque fois échoue. Et c'est le jeu, c'est le gag. Mais pour nous, derrière ça, il échoue, mais pourquoi est-ce qu'il échoue? Et souvent, en fait, il a la solution, mais on passe à la suite. Donc, alors qu'un scientifique va être persévérant. On ne va pas s'arrêter tout de suite, on va essayer de comprendre pourquoi les choses ne fonctionnent pas, etc. Et donc là, on a le cas de la catapulte, qui est très drôle. Donc je ne vais pas vous laisser tout lire, parce que sinon, je vais dépasser mon temps avant d'avoir fait la moitié. Mais donc, on a la catapulte, on la met en place. On a notre Schtroumpf qui tend la corde, qui a oublié un petit élément au passage. On pourrait discuter de la plausibilité de ce qui se passe sur ces images, d'ailleurs. Très content. Alors, regardez dessous, historique, pas historique. Bon, on peut encore une fois faire pas mal de choses derrière tout ça. Et puis évidemment, est-ce que vous imaginez ce qui va se passer? Je repasse sur la première image. Voilà. Première image des catapultes. Là, on n'est pas tant sur de la science que sur un problème technologique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est le problème? Et comment le résoudre? Alors, on peut croiser les bandes dessinées. Et encore une fois, je fais appel à Astérix Obélix. Donc, je n'explique pas, parce que je pense que les images parlent d'elles-mêmes pour vous donner l'élément de solution de ce qui manquait à notre Schtroumpf précédent. Ce qui est intéressant aussi, c'est les croisements de techno. Parce que dans les premiers, vous aviez pour tendre la corde 2 roues dentées, un engrenage. Là, il n'y a plus d'engrenage en haut, il y a juste une roue. Alors, il y a effectivement le système qui bloque et qui débloque. On le voit, la corde qui se déroule très vite. Mais on n'a aucune information sur la façon dont la corde a été tendue. Autre BD d'Astérix, c'est pas la même, avec évidemment, je ne veux pas vous jeter la pierre, mais vous avez tort, où on a un autre élément explicatif du fonctionnement de la catapulte.
avec la mise sous tension des... alors bon, le mot m'échappe. Enfin bref, des parties métalliques. Il faut un ressort quelque part. Donc vous voyez, en croisant les bandes dessinées, on peut amener les élèves à comprendre plus précisément la façon dont une catapulte fonctionne. Alors comme il me reste 5 minutes, je vais accélérer très vite. On peut jouer avec les leviers aussi. Donc un petit peu de Kelvin. Et puis, ça c'est Barnabé. Barnabé, c'est terrible. Méfiance absolue quand on utilise Barnabé. Parce que là, il y a de la belle mécanique derrière, mais ça, c'est pas du niveau cycle 2. Hein. Vous voyez ? Avec un jeu sur les équilibres, toujours sur les leviers. Et puis, voilà, la gravité est arbitraire, n'est-ce pas ? Donc, vous voyez, on peut croiser des bandes dessinées et à partir de là, lancer des investigations. Sans grande difficulté. On peut aussi, et je pense que je vais terminer par ces éléments-là, on peut aussi utiliser la bande dessinée pour travailler la méthode scientifique. Je vous parlais de paramètres tout à l'heure. Regardez ce pêcheur. Mais voilà, il ne faut pas prendre le poisson pour un imbécile non plus. La pêche, c'est pas comme la bande dessinée. C'est un art et une science. Dites-moi, vous connaissez la pression barométrique, quoi ? Moi, non, mais le poisson, lui, il est au courant. Tout compte à la pêche. La température, la position du soleil, la vitesse du vent, la forme des nuages, même les phases de la lune. Oui, monsieur. Je dis pas, moi, venez, M. Jeanne, le muscadet doit être bien frais à présent. Donc là, on peut, à partir de cette bande dessinée, alors plutôt avec des grands, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de, enfin, il y a de l'humour dans tout ça, bien évidemment. On peut travailler avec les enfants. Qu'est-ce qui compte ? Tout compte. Est-ce que tout compte quand on fait des sciences ? Pas forcément. Approche, comment on fait pour savoir on essaye ? Est-ce qu'on essaye toujours ? Papa, comment tu sais ? Comment on fait pour savoir la charge limite sur les ponts des véhicules ? On conduit, on y fait passer des camions de plus en plus lourds jusqu'au moment où le pont se casse. Et puis là, on pèse le poids du camion qui a cassé le pont et on le reconstruit et le problème est réglé. Chérie, si tu ne sais pas la réponse, dis-lui tout simplement. Mais la dernière fois, on l'a accusé de ne pas avoir son certificat de bon papa, donc forcément... Hein. Et là, on a le comment on fait pour savoir, on essaye, bien évidemment, mais on est tous conscients que parfois on n'essaye pas. Et donc là, on peut travailler sur la modélisation. Allez, deux ou trois derniers pour la route. Du Descartes vu par Kelvin, les problèmes paraissent souvent trop compliqués au départ. Donc le secret, c'est de les classer en petits problèmes beaucoup plus petits, qu'on puisse gérer. Et si tu arrives à travailler sur ces petits problèmes, tu auras réglé le gros problème avant même de te rendre compte. Par exemple, je suis supposée lire un chapitre complet d'histoire. Ça semble impossible, donc je vais le décomposer en problèmes plus petits. Ah, alors tu vas te focaliser sur la lecture de la première section. Non, je me demande d'abord, est-ce que j'en ai quelque chose à faire ? La curiosité, c'est l'essence de l'esprit scientifique. Par exemple, est-ce que tu sais comment le lait peut sortir de ton nez si tu ris pendant que tu bois ? Vous devinez la suite ? Je vais essayer de voir ce qui se passe en le faisant moi-même. Et vous avez sa camarade qui répond « L'idiotie, c'est l'essence de l'esprit masculin. » Sans commentaire. Et donc, mais vous voyez, on peut vraiment, à partir de ces bandes dessinées, réfléchir à qu'est-ce qui fait qu'on fait des sciences ou pas, et quelles sont les caractéristiques de la science qui nous intéresse, nous. Hein. Et puis, une petite référence à une difficulté classique que rencontrent les chercheurs. Comment est-ce qu'on va faire pour inventer un robot ? On n'en sait pas assez sur les machines. Peut-être que toi, tu ne sais pas, mais c'est facile. Il y a juste 4 machines simples pour modifier une force, le levier, la poulie, le plan incliné et les engins à combustion interne.
fais-moi confiance, je suis un expert en invention. Alors, où est-ce qu'on commence? On commence par demander à maman une bourse de recherche. Celle-là, je l'aime beaucoup. Parce que ça, c'est un grand classique et une grande difficulté des démarches scientifiques. Et je vais arrêter là-dessus. Hein. Tu vois, tu dis, c'est seulement en observant les fourmis à travers une loupe qu'on réalise qu'elles vieillissent très vite. Ah ouais, t'as raison, elles se ratatinent et meurent, j'aurais jamais remarqué. Et il y a la pauvre fourmi sous la loupe qui fait « Ya !» Donc, la bande dessinée version pédagogique où je vous explique qu'en mélangeant de l'acide sulfurique et de l'acide nitrique avec de la glycérine, j'obtiens de la nitroglycérine, bon, mais vous voyez que on trouve, lorsqu'on cherche, et ce n'est qu'une toute petite partie de ce que j'ai trouvé, hein, on trouve des tas de petits extraits, voire même de bandes dessinées complètes, hein, qui vous permettent de lancer des investigations à tous les niveaux avec les élèves et qui permettent, là, pour le coup, de faire des sciences avec vos élèves. En jouant sur est-ce que c'est possible de faire comme dans l'histoire, par exemple, ou comment faire pour. Alors, je vais passer très rapidement. Donc ça, c'est Raon. C'est fini. Oui, c'est fini. Mais voilà, je voulais arriver sur la page de fin. Une mine de situation, un plaisir partagé, et un outil pédagogique encore trop peu exploité, mais c'est l'occasion de vous le présenter, de vous donner envie de faire des sciences avec les élèves de cette façon. Merci beaucoup.